Bien, alors on me demande d'enchaîner parce qu'on est déjà en retard apparemment, et on a une session passionnante. Hop, donc j'aimerais vraiment qu'on puisse en profiter avec des intervenants de très grande qualité. Donc le thème, c'est verdir les entreprises. Ça fait un peu greenwashing, mais j'espère que ça ne sera pas ça qu'on va retenir de cette session. Donc très brièvement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen et français pour diminuer les émissions de CO2? C'est compliqué parce qu'en fait, la France, même si on arrêtait de respirer, de consommer quoi que ce soit, on est vraiment négligeable dans la production d'émissions de tonnes de CO2. On est 356 millions de tonnes en 2005. La Chine, c'est 10 milliards, c'est juste pour donner une idée. Et la raison pour laquelle on est relativement vertueux, c'est parce qu'on a le nucléaire, en fait. Donc, on n'est pas un pays qui pollue beaucoup. Donc même si on arrêtait toute activité industrielle et productive, ça ne changerait rien au réchauffement climatique. Donc quel peut être le rôle de la France dans, évidemment, une amélioration de la situation mondiale? Elle peut être politique avec l'Union européenne, et au niveau, évidemment, on peut espérer mondial. Et puis surtout, je pense, on est une nation qui a une élite, et vous en faites partie, remarquable, d'ingénieurs. On en a beaucoup dans cette session. À mon avis, on peut jouer à travers des innovations, tout simplement. Si on veut peser, il faut trouver des choses qui soient à la fois efficaces et qui permettent donc de ne pas polluer, de produire vert. Donc je vais donner la parole à Jean Pisani-Ferry. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Je pense que Jean, en fait, a des jumeaux, en fait même qu'ils soient 3, puisqu'il enseigne à la fois à Berlin, à Paris, à Florence, et moi je l'ai rencontré à Washington l'an dernier, donc vous êtes nombreux, c'est pour ça que vous êtes si productifs. Jean, on est très content de t'écouter. Tu as 10 minutes, hélas. Merci Emmanuel. La vertu de la pandémie, c'est qu'on peut être partout à la fois. Oui. Tu as donné quelques mauvaises nouvelles. Je voudrais commencer par une bonne nouvelle. Il me semble qu'on est dans une phase clairement d'accélération des efforts de transition écologique. On y est en Europe. Vous savez que la semaine prochaine, normalement, devraient être annoncées des choses sur ce qui va préciser le plan européen, qui est maintenant neutralité carbone en 2050. Alors ça n'engage pas à grand-chose, parce que la plupart des dirigeants européens savent qu'ils ne seront plus là en 2050, en tout cas on l'espère, et que du coup s'engager sur 2050 ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un travail qui est en train de se faire sur les engagements pour 2030, ça c'est beaucoup plus concret, de durcir l'objectif de moins 40% par rapport à 90 pour passer à moins 50, voire moins 55. Donc c'est significatif, et puis il y a la discussion sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. En France, je voudrais donner une illustration du fait qu'il se passe des choses aussi dans le scepticisme général. En 2017, j'avais travaillé sur le plan d'investissement. Le plan d'investissement prévoyait 20 milliards sur 5 ans sur la transition écologique. Ces 20 milliards, c'était en partie du recyclage. Il y a à peu près 10 milliards de vrais. Donc on parlait de 2 milliards par an. Aujourd'hui, on vient d'annoncer 30 milliards, en principe sur 2 ans, probablement sur un peu plus, disons 30 milliards sur 3 ans, 10 milliards par an, 5 fois plus. Donc on est dans une phase, effectivement, me semble-t-il, d'accélération. Alors on peut soulever tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fait pas, tout ce qui ne suffit pas, bien sûr. Enfin, il faut aussi prendre en compte ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que ça se passe ? Je pense pour une raison simple, qui est que cette crise pandémique a fonctionné comme un accélérateur de prise de conscience. C'est un économiste du climat, Gernot Wagner, qui a dit c'est au fond un espèce de modèle réduit à grande vitesse, la crise pandémique, de la crise climatique. C'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes mécanismes, mais la vulnérabilité de l'Anthropocène, l'importance de nos propres comportements, tout ça s'est manifesté et au fond a fonctionné comme un phénomène d'accélération de la prise de conscience dans l'opinion. Donc, même si la mise en œuvre ne va pas de soi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. Alors, est-ce que cette crise sanitaire peut effectivement fonctionner comme un accélérateur ? Si on regarde les choses d'un point de vue analytique, ça ne va pas de soi, parce que une transition écologique, ça consiste à
jeter, du point de vue des entreprises, on parle des entreprises, hein, à mettre au rebut de manière accélérée du capital brun pour le remplacer par du capital vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'investissement, mais ça veut dire aussi moins de consommation. Ça veut dire qu'en fait, en termes de welfare immédiat, hein, par rapport à une situation qui n'est pas tenable, mais qui est celle à laquelle on se réfère tous naturellement, qui est comment on vit à un moment donné, c'est un coût. Il y a un coût collectif à payer. Ce coût, il va être d'autant plus important qu'on va accélérer, et que donc on va mettre au rebut hein, la voiture dont on ne peut plus se servir parce qu'elle est plus aux normes, le logement il faut faire un investissement, on n'aura pas plus chaud, mais on aura simplement des émissions réduites, etc. etc. Bon. Dans une situation dans laquelle la collectivité, l'économie, la société est appauvrie, c'est difficile. Hein. Et on parle de chiffres qui sont très significatifs. C'est-à-dire quand on calcule ce que va être l'investissement additionnel qui va être requis pour atteindre ces objectifs qu'on est en train de se fixer, on parle de 1 à 2 points de PIB par an. Donc on parle de quelque chose qu'il va bien falloir prendre macroéconomiquement sur la consommation. Donc on parle d'une réduction en fait du rythme de la consommation qui va être significative. Ça va peser sur le bien-être perçu des citoyens. Donc ce n'est pas un choix anodin à faire dans ce type de phase. En même temps, c'est vrai que ça donne une direction, ça permet d'orienter l'investissement, et puis il y a des cas dans lesquels on a une vraie occasion de faire de cette crise un accélérateur. Dans tous les secteurs qui sont très bousculés par cette crise, se donner une nouvelle perspective, répondre par des investissements qui sont à la fois des investissements de modernisation, de transformation et des investissements d'économie d'émissions, ça peut effectivement être la bonne occasion pour ces secteurs. Au fond, on a des situations très différenciées entre des secteurs qui vont pas mal et dans lesquels la transition écologique, ce sera des investissements en plus, ce sera un coût en plus, et puis des secteurs dans lesquels on a une occasion à saisir de transformation. Donc ça demanderait en fait une politique assez fine, c'est-à-dire une politique qui soit à la fois orientée vers le long terme, avec des orientations et des finalités, des cibles très claires, et en même temps de la différenciation pour tenir compte du fait qu'on est dans une crise sectorielle et que dans une crise sectorielle, on est obligé de mener des politiques différenciées de manière sectorielle. Alors, est-ce que dans tout ça, comment se joue la relation entre les entreprises et les autorités publiques, hein? C'est le thème de la session, verdir les entreprises pour verdir l'économie. Il faut partir du miracle de l'accord de Paris. C'est-à-dire, quelqu'un a dit un jour, c'est l'accord qui ne dit rien mais qui change tout. Hein. C'est-à-dire un accord qui n'est pas contraignant pour les États, dans lesquels on fixe des ambitions dont on sait qu'elles ne seront pas atteintes, même si ces ambitions sont elles-mêmes très insuffisantes. On est dans un accord de ce type, donc on pourrait dire que c'est un accord qui n'a pas d'effectivité, il n'y a pas de mécanisme, il y a des mécanismes de vérification, mais il n'y a aucun mécanisme de sanction, il n'y a aucun mécanisme d'obligation. Mais en même temps, il a eu un effet, et il a eu un effet de réorienter un certain nombre d'investissements, c'est-à-dire de faire que des paris technologiques, je regarde Jean-Dominique Sénard, il en est plus que témoin, il en est acteur, des paris technologiques qui n'auraient pas été pris sans l'accord de Paris et qui ont été pris par un certain nombre d'entreprises industrielles, parce que, au fond, l'accord a changé la distribution des probabilités dans le futur. Et parce qu'il a changé la distribution des probabilités dans le futur, il a conduit à faire un certain nombre de paris. Ça, c'est très bien. Et donc, des entreprises, par exemple, ont adopté des prix internes du carbone, qui ne sont pas des prix donnés par la puissance publique, mais qui sont la manière dont elles valorisent elles-mêmes les économies d'émissions dans le futur. Ça, c'est essentiel. Donc, effectivement, ça a fonctionné, cette volonté d'essayer de mettre les entreprises, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles, pas nécessairement toutes, loin d'être toutes d'ailleurs, à l'avant-garde de cette transformation. Mais il y a des risques très élevés dans un pari de ce type. Il y a le risque d'abord de l'accord international. Enfin, on espère, je crois, un peu tous dans cette salle, que le 3 novembre, on aura une bonne surprise.
mais que même une administration de Joe Biden, qui rentrera dans l'accord de Paris le premier jour, dit-elle, de son installation, elle ne résoudra pas le fait que ces accords climatiques internationaux vont être otages de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. On va rentrer dans un monde qui va être extrêmement différent de celui qu'on a connu au moment de l'accord de Paris, où on était encore dans une attitude beaucoup plus collaborative. Et puis, il n'y a pas que les États-Unis et la Chine. Il y a d'autres États qui ont pris des postures différentes, je pense notamment à l'Inde. Donc, il y a ce risque international. Il y a aussi un risque européen, français, un risque d'incohérence temporelle des États. C'est-à-dire qui fixent des objectifs, qui fixent des cibles, mais qui, au moment où il faut délivrer, en termes d'outils concrets de politique publique, et en particulier en termes d'outils concrets de prix du carbone, ne délivrent pas. Et donc, des entreprises ont fait des investissements sur une base qui est une base d'anticipation de prix futur du carbone. Le prix futur n'est pas au rendez-vous, les investissements ne sont pas rentables. Donc il y a un risque élevé, il y a un risque élevé même aujourd'hui. Il y a un papier très intéressant de la Fed de San Francisco qui essaye de mesurer le coût de l'incertitude en termes d'efficacité de la transition écologique, et qui montre que le coût de cette incertitude est élevé, hein, que les entreprises vont faire quand même des investissements, mais elles vont, en fait, comme elles ne savent pas s'il faut choisir le brun ou le vert, elles vont investir moins, et donc il y aura un coût à cette incertitude. Donc tout ce qu'on peut faire pour essayer de limiter cette incertitude est important. Ça veut dire quoi? En Europe, ça se passe autour du mécanisme ETS, hein, c'est ça le centre aujourd'hui de la politique européenne. On a réussi à peu près à stabiliser le prix du carbone à 25 € la tonne alors qu'il s'était effondré, c'est une première étape. Il faut l'élargir, il faut le compléter par un mécanisme d'ajustement aux frontières, et on aura graduellement quelque chose qui peut grossir et qui peut devenir le centre de la crédibilité de la politique européenne. En France, il faut aussi qu'on réfléchisse à des choses, par exemple, qui seraient de dire qu'on pourrait, d'une certaine manière, assurer les entreprises contre le risque d'incohérence temporelle de l'État, hein, des options, un mécanisme d'option qui permettrait de dire, on vous dit demain le prix du carbone sera ça, s'il n'est pas ça, ce n'est pas nécessairement l'entreprise qui doit en subir le coût. Dernier point sur lequel je voudrais terminer, puisque ça m'a été demandé par Jean-Hervé explicitement, le plan français dans tout ça. Alors j'en ai dit les grandes masses, j'ai regardé un peu le détail. Qu'est-ce que c'est que ces 30 milliards? Les 30 milliards, ce sont des choses utiles, mais ce sont des choses porteuses d'innovation de manière assez limitée. Quand on décompose les 30 milliards, donc du plan, de la volet écologie du plan d'investissement de 100 milliards, on a à peu près 15 milliards de briques et de mortier, comme on dit aux États-Unis, hein, c'est-à-dire rénover les logements, rénover les bâtiments publics, aider les entreprises à rénover leurs bâtiments, faire des infrastructures, etc., etc. On a 5 milliards pour la SNCF. Bon, il faut sans doute rénover les lignes, mais enfin c'est possible, des technologies pour l'essentiel qui sont des technologies connues. On a 5 milliards de soutien au secteur en grande difficulté, automobile, aéronautique disons, je mets le nucléaire dans le paquet. Et puis ensuite, on a 3 milliards pour l'adaptation industrielle et agricole, donc des choses qui sont plus orientées vers l'adaptation de ces secteurs à une transformation, notamment la décarbonisation d'un certain nombre de sites industriels. Et on a 5 milliards pour l'innovation en comptant le volet PIA dedans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est... Évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'il faut isoler les bâtiments, il faut faire ça. Enfin, c'est très en retard, hein, le secteur du bâtiment. Les bâtiments publics, c'est assez souvent une catastrophe. Mais la balance avec l'innovation, avec l'invention de l'économie de demain, est quand même assez défavorable pour ce qui est l'invention de l'économie de demain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Bon, il y a tout ce qu'on fait top-down, il y a l'hydrogène, hein, qui est dans le volet des 5 milliards que j'ai cités, il y a ce qu'on fait sur les batteries. On manque peut-être aussi de quelque chose qui soit plus bottom-up, qui soit des programmes de type DARPA, Innovation Radicale, cher à Philippe Aghion, je ne sais pas s'il est là, centré sur la partie écologique, qui aurait permis peut-être d'accélérer l'émergence de nouveaux modèles, de nouvelles technologies. En tout cas, c'est peut-être quelque chose dont il faut qu'on discute. Merci. Merci infiniment.